Hier, nous avons parlé de... On a fini avec la deuxième partie de l'efficacité des ressources. Et puis... Non, on a commencé même avec l'efficacité des ressources et la production propre. Les parties 1 et 2. Après, on a parlé de gestion du cycle de vie. Donc hier, pour ce résumé, on a vu que l'efficacité des ressources avait 8 pratiques clés dans les questions de bonne gestion, le changement de matières premières, la modification de la technologie, la réutilisation, les produits utiles et tout ça. Et qu'une entreprise qui voudrait implémenter cette approche pouvait travailler sur ces 8 pratiques-là pour améliorer son efficacité, c'est-à-dire faire des économies, des gains. Ça peut être des gains en énergie, réduire sa consommation énergétique. Ça peut aussi être des gains dans la consommation même de l'eau dans ces différents processus. Mais et surtout réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et on a vu que pour implémenter l'efficacité des ressources, il y avait 12 étapes. C'est ça, non? Il y avait l'évaluation initiale. Après, il fallait engager de la direction. Après, mettre en équipe. Oui, l'équipe de l'efficacité des ressources. Après ça, on fait quoi? On évalue. On finalise le diagnostic après. Après, on identifie les potentielles solutions. On fait une étude de faisabilité de ces solutions-là. On met sur place... on met d'abord un plan d'action. Après, on met un système d'information fiable. Et puis maintenant, on va donc avec le suivi et l'évaluation. Et puis donc, on finit donc avec l'amélioration continue de notre processus. Donc, ça, c'est ce que nous avons dit concernant l'efficacité des ressources. Et après, nous avons démarré avec la gestion du cycle de vie. C'était ça, non? Et on a parlé, il était question pour nous de comprendre le concept du berceau ou alors de la crèche à la tombe. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient nous dire ce qu'il a pratiquement marqué hier? Donc, en quelques mots, qu'est-ce qu'il ou elle a retenu hier? Ce qui est déchet pour X est une matière première pour Y. Ok. Déchet de X égale intrant de Y. D'accord. Donc la notion du déchet est relative. C'est une notion relative. Ce qui est déchet pour Madame Makwe n'est peut-être pas un déchet pour Madame Adjara. Très bien. Quelqu'un voudrait dire quelque chose qu'il ou elle a retenu hier? Oui, Tizi. Moi, j'ai retenu que intrant égale eau, énergie et matériel. Donc, il a retenu que l'intrant, ça peut être l'eau. Oui. Énergie. Ok. Des matériaux. Extrants. Déchets. Émissions. Effluents. Tout ce qui va sous forme liquide ou gazeux. Oui, très bien. Bien, je pense de manière globale, c'est ce que nous avons dit hier. Aujourd'hui, on va continuer avec la deuxième partie de la gestion du cycle de vie. Il faut dire que hier, on a présenté vraiment l'approche qui était en fait de comprendre que quand on parle de cycle de vie, c'est du berceau ou alors de la crèche jusqu'à la tombe. Et on a pris l'exemple du sac de Jane qui brandissait son sac et qui disait que c'est fait avec du coton biologique. Et lorsqu'on a regardé vraiment le cycle de production de ce sac, on s'est rendu compte que tout au long de la production de ce sac, il peut avoir des potentiels points où ce sac-là a causé des dommages à l'environnement. Donc, c'était vraiment de présenter ce concept de manière simple qu'on puisse le voir. Aujourd'hui, on va voir un peu plus, de manière plus sophistiquée, comment l'analyse du cycle est réalisée, quels sont les outils qu'on utilise pour réaliser l'analyse du cycle de vie.
Et il peut arriver que les clients ou alors les acheteurs, ceux qui consomment un produit, demandent à l'entreprise qui produit ce produit-là de leur fournir une analyse du cycle de vie de ce produit. Et comme on a dit, les moteurs, ça peut être des clients, ça peut être le marché, les opportunités économiques, oui. Donc, il peut arriver qu'une tierce partie aussi, qui intervient d'une manière ou d'une autre dans le procédé, demande à ce que vous fassiez une analyse du cycle de vie. Et ce n'est pas souvent évident parce que lorsque on travaille dans l'entreprise, on peut ne pas avoir toutes les compétences qu'il faut pour faire ce travail. Et on peut faire généralement appel à un expert pour venir aider à faire ce travail. Et aussi, l'analyse du cycle de vie peut être demandée lorsqu'on veut faire la certification de notre produit. Lorsqu'on veut donner à notre produit un certain label, on peut être amené à faire l'analyse du cycle de vie. Parce que la certification requiert une certaine analyse. La certification requiert un certain processus. Et durant ce processus, ce travail qui est fait, il peut arriver qu'on nous demande de faire l'analyse du cycle de notre produit. Hier, on a vu que il y a la pensée sur le cycle de vie. Donc ça, c'est un diagramme. Vous allez voir que plus on monte, ça devient un peu de plus en plus complexe. La pensée sur le cycle de vie, c'est ce qu'on a vu hier avec le concept de la crèche à la tombe. Donc penser le cycle de vie. On pouvait voir que effectivement, quand un produit naît, le produit arrive à sa fin. Aujourd'hui, on va parler de la cartographie du cycle de vie. Donc faire une carte du cycle de vie. Et là, on se rend compte que plus on monte, le coût et le temps aussi devient important. Pour faire ça, ça demande plus de temps et plus d'argent que avoir une pensée sur le cycle de vie de son produit. Maintenant, quand on va faire une analyse simplifiée du cycle de vie, on se rend aussi compte que ça monte. Ça devient un peu plus complexe que ceci. Et une analyse conventionnelle plus complète du cycle de vie, ça devient encore plus complexe. Et les exigences en matière de qualité et de données sont aussi grandissants. Donc, plus on veut faire une analyse poussée, ça demande des ressources. Comme on a vu hier, si on veut voir l'amont, on veut voir l'aval, on veut voir même le process et le produit en lui-même. Donc, ça demande du temps et de l'argent pour le faire, mais il faut aussi que les données que vous collectez soient des données de très bonne qualité. Donc, la cartographie du cycle de vie, comparée à ce que nous avons vu hier, la pensée, elle est un peu plus sophistiquée que la juste pensée. Parce que ici, il faut faire vraiment une cartographie du cycle de vie et ressortir les différents éléments qui sont là. Ça va au-delà de simplement penser et de voir comment le produit se comporte durant son cycle de vie. Donc, ce n'est pas très complexe, comme on vient de le voir ici. Il est encore au bas de l'échelle et ça convient mieux aux petites et aux moyennes entreprises. Et donc, ici, ça c'est le dessin que nous avons vu hier par rapport au sac de jeans. Vous vous rappelez, non? Avec les champs de coton, le processus, le transport, la boutique et puis l'élimination du produit. Donc, vous voyez que pour faire la cartographie du cycle de vie, on décompose. On a là toute l'opération qui est faite en amont, c'est-à-dire dans les champs. Donc la matière première qui est là. Et on va donc voir les catégories d'impact que cette étape-là a. Et puis on va dans le process, on va dans l'emballage, on va dans le transport
et même au niveau de la boutique. Et même quand ce sac-là veut être éliminé, quel est l'impact que ce sac-là peut avoir? Et il s'agit donc de faire une cartographie en fonction des intrants et des extrants, mais aussi au niveau de l'étape où se trouve le produit. Et de dire si l'impact est faible, ou c'est moyen, ou alors il est très accentué. Ça se comprend un peu? Par exemple, dans le cas de l'extraction de la matière première, on a le coton. Est-ce que l'énergie qui est utilisée en termes d'impact, s'il faudra évaluer cela, est-ce qu'on pense que l'impact c'est faible, c'est moyen, c'est élevé? Donc c'est cette matrice-là. Quand on fabrique le sac, le matériel qui est utilisé. Donc l'idée, quand on fait la cartographie du cycle de vie, c'est vraiment de prendre les différents postes par lesquels, ou alors les différentes opérations qui conduisent à avoir le produit, et de voir l'énergie qui est utilisée, les matériels, l'eau, les déchets, les effluents, les produits chimiques qui sont utilisés. Donc, ça nous revient au niveau de l'extraction de la matière première. En termes de matériel, on doit voir l'impact. En termes d'eau, est-ce que ça consomme, la consommation en eau, est-ce que c'est faible, c'est moyen, c'est élevé? Les déchets, on quantifie, est-ce que c'est peu, c'est moyen, c'est élevé? Les effluents, les produits chimiques. On vient au niveau de la fabrication, on fait le même travail, Et là, on pourra donc voir pour ce produit-là, à quel niveau, où est-ce qu'il a tellement d'impact sur l'environnement. Ça fait du sens? Mon sens, ça devient un petit peu compliqué. Oui. Si on décide de faire une cartographie, de chiffrer les données, aller sur les chiffres de manière quantitative, il faudrait que ce soit harmonisé pour tout. C'est-à-dire, notre objectif, nous sommes en train de quantifier l'impact avec des chiffres. Là, il faudrait qu'à tous les niveaux, qu'on collecte des données pour le faire. Mais si nous disons d'aller de manière qualitative, il faudrait que ce soit homogène. C'est-à-dire, on met et on utilise une échelle représentative de ce qui est fait. On définit une échelle de quantifier, ou alors pour qualifier ce qui est fait. Là, ça renvoie, si on va avec l'objectif de mettre des chiffres, c'est un tableau avec des quantités, ou avec des échelles où on peut savoir qu'effectivement, voilà la normale. Pour produire ce sac, peut-être, il faut consommer 10 litres d'eau. Oui, voilà, c'est ce qui est fait, ça c'est normal. Si c'est la cartographie du cycle de vie, comment réaliser notre cartographie du cycle de vie? Définir la portée et les limites. Bon, cartographie du cycle de vie. On a les étapes, on a l'action. On a l'action, oui. l'exécution. Voilà. Définir la portée et les limites. Ça, c'est d'abord la première action. Identifier comme description, identifier le produit ou le service. Déterminer les étapes du cycle de vie. Par exemple, extraction des matières premières, fabrication, emballage, distribution, utilisation, élimination et fixer les limites. Voilà. Donc la première chose que nous faisons lorsqu'on veut faire la cartographie du cycle de vie, on définit la portée et les limites. Deuxièmement, c'est identifier les étapes du cycle de vie. Décomposer le cycle de vie du produit en étapes spécifiques, en veillant à ce que toutes les phases pertinentes du début à la fin de la vie du produit soient prises en compte. Donc, il faut décomposer le cycle de vie pour se rassurer que toutes les étapes sont prises en compte. La troisième action est d'identifier les principales catégories d'impact.
Il s'agira d'évaluer les impacts tels que les efficacités énergétiques, l'utilisation des matériaux, l'utilisation de l'eau, les matières dangereuses, la production des déchets, les émissions d'effluents, l'utilisation de produits chimiques et les impacts sociaux à chaque étape. La quatrième étape action est la collecte des données. Il s'agira de rassembler les données quantitatives et qualitatives nécessaires pour chaque catégorie d'impact identifiée à toutes les étapes du cycle de vie. La quatrième action est de renseigner la carte du cycle de vie. Il s'agira d'enregistrer et classer quantitativement, qualitativement les impacts dans une matrice pour que chaque étape du cycle de vie indiquant où se produisent les impacts les plus importants. Donc en fait, c'est venu donc renseigner ce tableau-ci. Donc les étapes qu'on a définies, ça nous permet de faire une limite, de limiter, de trouver la portée. Où est-ce qu'on veut faire ce travail-là? Quels sont les éléments qu'on veut regarder dans chaque limite, dans chaque zone? Et maintenant, donc, on collecte donc les données et on vient renseigner donc cette matrice-là. La sixième étape pour action à mener, c'est analyser et interpréter les résultats. Examiner la carte complétée pour identifier les étapes ayant les impacts environnementaux et sociaux les plus élevés et déterminer les domaines nécessitant des améliorations. La septième étape pour action est de proposer des améliorations. Suggérer des modifications dans la conception, la sélection des matériaux, le processus de fabrication ou d'autres aspects pour minimiser l'impact environnemental. D'accord. Donc, une fois qu'on a renseigné la matrice là, on examine maintenant la matrice complétée. Certainement, on va voir où il y a les impacts les plus forts. C'est-à-dire où c'est élevé, où c'est élevé. Et c'est généralement là il faudra se concentrer parce qu'on voit que c'est là où on a vraiment une empreinte réelle sur notre environnement. Et voir comment on peut apporter des modifications. Si on s'est rendu compte peut-être que c'est peut-être au niveau de la distribution, ici, peut-être que c'est très élevé en termes de consommation d'énergie. Que c'est élevé. On a un très fort impact ici. Maintenant, c'est de voir comment nous, on peut agir sur notre système de distribution pour réduire notre consommation, par exemple, d'énergie. Lorsque nous faisons la distribution, est-ce qu'on peut mettre en place un système qui permet de réduire notre consommation d'énergie? Ceux qui font la recherche opérationnelle, il y a souvent ce qu'ils appellent le chemin le plus court. Le chemin le plus court, c'est-à-dire comment on peut servir plusieurs personnes. Peut-être vous êtes basé ici à Colbicon. Vous faites quelque chose ici à Colbicon et vous livrez dans la ville. Bien, peut-être l'idée ce serait que quand vous sortez de là, vous partez une fois avec les produits de ceux qui sont à Mandjou, à Yademe, à Tigaza. C'est-à-dire vous cherchez l'itinéraire où vous n'avez pas forcément l'obligation de repasser là 2 fois. Une fois que vous êtes passé, oui, c'est ce travail-là qu'on peut faire pour réduire vraiment sa trajectoire. Que d'envoyer quelqu'un, il part d'abord à Mandjou, après il revient, il reprend encore la marchandise, c'est lui qui va à Tigaza, il revient, c'est lui qui part. Donc, on peut travailler avec ces outils pour réduire notre impact, peut-être en termes de distribution.